Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en direct de Metz, dans les locaux d'une entreprise que vous connaissiez jusqu'à présent comme Just Mining, qui vient d'être rebaptisée Meria. Aujourd'hui, je reçois Robin, qui est le premier commercial de Meria. Salut Robin, comment ça va ? Bonjour Audrey, ça va très bien et je te souhaite la bienvenue en Terre Messine. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation par curiosité personnelle pure parce que Meria, c'est une société que je suis moi depuis pas mal de temps. Je tenais à t'inviter parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde des cryptos, c'est un monde qui fascine et intrigue certaines personnes. Donc, j'aimerais bien que tu puisses répondre à nos questions sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui doivent te solliciter sur les réseaux sociaux et te dire comment t'as fait pour devenir commercial chez Meria. Et ça fait quoi de bosser dans une boîte qui a pignon sur rue comme ça. Donc, l'idée, c'est que tu puisses assouvir notre curiosité aujourd'hui. Juste avant de commencer, j'aimerais faire un premier rappel. Les informations qui sont partagées dans le cadre de cet épisode ne constituent en rien un conseil en investissement financier. Comme on dit dans le monde de la crypto, faites vos propres recherches. Robin, tu le sais, le négoce, c'est vraiment de pouvoir comprendre des business models. Donc aujourd'hui, le monde de la crypto et de l'investissement en crypto et comprendre la réalité du job de commercial dans ce secteur en particulier. Donc si le programme te va, moi, ce que je te propose, c'est de te présenter, enfin, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ça me va. Let's go. Alors Robin Tramier, 28 ans, chez Meria depuis 2018. Comment t'en es arrivé là ? Un peu par hasard en réalité, une connaissance avec Owen, ce qui m'a permis donc de mettre les pieds dans cet univers en 2018. À cette époque-là, je n'avais aucune connaissance, aucune appétence dans les actifs numériques. J'ai eu la chance d'être entouré de bonnes personnes, de personnes pouvant m'expliquer leur passion, tout simplement. Et en réalité, on reste dans cet univers par passion. Et c'est quoi ton parcours ? J'ai un parcours assez atypique. Je me suis arrêté au baccalauréat en 2015. J'ai eu une première expérience en tant que commercial. Donc j'étais vendeur en tout ce qui était menuiserie extérieure. Donc j'étais VRP, voyageur représentant placier. Ouais. Donc un parcours assez atypique parce que le voyageur représentant placier n'avait pas de salaire fixe. Donc j'étais rémunéré à la commission. Donc je commençais le mois à 0. En fonction des ventes que j'ai réalisées, donc sur le mois, j'étais rémunéré à X% sur la vente. C'est quoi ton pire mois et c'est quoi ton meilleur mois ? Tu l'as en tête ? Incroyable comme question parce que je l'ai. Et j'ai une petite anecdote. Vas-y, raconte. Parce que j'avais 22 ans, en plus, je venais juste de prendre mon appartement, je quittais mes parents. Donc mon pire mois, je vais commencer par mon meilleur mois, parce que mon meilleur mois, j'ai commencé par mon meilleur mois d'ailleurs en arrivant dans cette société. C'était un mois où j'ai fait un salaire entre 3 000 et 4 000 euros net. Ouais. Donc assez incroyable, surtout en province, donc à Metz où le coût, l'immobilier n'est pas très élevé. Donc bon, j'habitais un petit studio, donc qui me revenait à 350 euros par mois. Donc c'était assez incroyable. 22 ans, jeune, envie de flamber naturellement, on sort beaucoup. Et j'avais en réalité dépensé la totalité de mon salaire en un mois. Et le mois d'après, surprise, mauvais mois, 500 euros de salaire. J'ai pas mis de côté le mois précédent et j'ai dû appeler ma mère pour demander de l'aide, tout simplement. Mais du coup, le troisième mois, j'imagine que t'as pris la leçon. Ouais. Le troisième mois, c'était c'était devenu un petit peu plus stable et un salaire qu'on peut retrouver aujourd'hui et s'en sortir en tant que jeune qui quitte ses parents. T'as fait ça pendant combien de temps ? J'ai pas fait ça longtemps parce que ne pas avoir de salaire net par mois, c'était très compliqué, surtout à 22 ans. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Tu fais ça pendant 6 mois et ensuite Ensuite, je vendais des cuisines, donc en magasin. Ouais. J'étais vraiment un vendeur. J'ai fait ça pendant 3 ans. Très intéressant également parce que j'avais vraiment le contact avec la clientèle qui me plaisait énormément. Les conseiller, les suivre jusqu'à la vente, même à l'après-vente également, jusqu'au montage, jusqu'à la pause, jusqu'à la livraison, le montage, la pause. J'ai fait ça pendant
2 ans et demi. Et le système de rémunération était plutôt alléchant également. On avait un salaire fixe qu'on peut retrouver, donc c'est pas très élevé, hein. C'était le SMIC, hein. Mais par contre également une rémunération pouvant aller de 5 à 10% sur la vente d'une cuisine. Sur un mois, on vendait 4-5 cuisines. C'était très intéressant. On pouvait très bien faire le double de son salaire en prime. Et après donc cette expérience-là, octobre 2018, je quitte mon emploi pour raison personnelle et Owen me contacte et me dit écoute Robin, j'ai monté ma société, on propose des solutions d'investissement sur les actifs numériques. Alors, moi je dis écoute pourquoi pas, je te suis. T'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur. J'avais une réelle confiance en Owen en réalité parce que même avant le Owen qu'on connaît d'aujourd'hui, il avait déjà cette force de convaincre les gens, oui. cette force. On la connaît tous cette force-là. Et j'ai fait un mois d'essai qui s'est super bien passé. Et voilà. Et un mois après, donc j'ai signé mon CDI et voilà. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans. Comment c'est né Meria ex Just Mining? Alors, Just Mining donc est né en 2017. Owen a fondé donc Just Mining alors qu'il était encore à l'EDEC donc sur l'île. Donc il faisait ça en parallèle. Et également c'est avec sa chaîne YouTube. En fait, Owen s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin que à ce moment-là, il y avait pas d'influenceurs français, il y avait pas de vulgarisateurs donc permettant de rendre accessible cet univers-là. Et donc voilà, Just Mining est né d'une idée d'Owen, accompagné d'amis à lui, donc qui sont encore aujourd'hui présents chez Just Mining. Ils ont commencé dans une pépinière donc d'entreprise, donc sur Florange à la frontière luxembourgeoise. Ouais, je vois bien. ArcelorMittal avait des usines. Exactement. Je sais pas qu'ils ont toujours là-bas. Tout à fait. Donc à proximité, on regardait par la fenêtre, on voyait ArcelorMittal. Et ça s'est développé ça s'est développé au fur et à mesure. Et moi après, j'ai rejoint l'aventure 1 an après. On était moins d'une dizaine. Toute sincérité, on était dans une cave, la pépinière d'entreprise. On était dans un bureau de 30 mètres carrés, 30-35 mètres carrés. On était 6-7 dedans. On avait chacun notre bureau. Et l'ambiance était exceptionnelle, c'était sympa. Ça bossait du matin au soir, ça comptait pas ses heures. On arrivait très bien à faire une petite pause pour jouer à Fortnite de temps en temps. C'était la période Fortnite à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que faisait initialement Just Mining et ensuite on parlera du pivot? Avec plaisir. Just Mining, à ses débuts, proposait des investissements sur la sécurisation de la blockchain à l'aide du mining. Donc, on vendait des mineurs de crypto-monnaies. C'était des machines qui étaient conçues dans nos propres locaux. Donc, on achetait tout simplement du matériel informatique, donc sur différents partenaires, et on montait donc ce qu'on appelle des rigs. Et on a commencé notre business donc avec ces mineurs de crypto-monnaies qu'on vendait, qu'on commercialisait donc. Et avec le développement de la blockchain, avec l'évolution de la blockchain, donc on s'est ouvert aux nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui, donc comme le staking, comme le lending, donc la finance décentralisée. Alors, à quel moment vous décidez de passer de ce business-là au business qu'on connaît aujourd'hui et que tu vas sûrement nous expliquer? En fait, tout simplement, ça a été la suite logique. Just Mining a toujours voulu avoir une approche par la sécurisation de la blockchain. C'est notre métier. Donc, on a toujours eu une approche avec nos différentes offres sur cette thématique. Donc, le mining, donc c'est à ce moment-là, donc en 2017-2018, c'était une des seules possibilités permettant de sécuriser le réseau. En 2019, on a eu donc l'arrivée du staking, donc c'était un nouveau modèle. On a franchi le pas parce qu'en réalité, on n'avait pas le choix. On devait se mettre à la page avec l'évolution donc de ce secteur, mais en revoyant toute notre approche en réalité. Notre approche en termes de volume, parce que aujourd'hui donc Just Mining a une approche donc par volume. Aujourd'hui on a en réalité un établissement financier où on a un encours de plusieurs millions d'euros, plus de 200 millions d'euros aujourd'hui, alors qu'à l'époque donc notre rémunération se faisait sur la vente de matériel, sur la vente d'une machine, donc on margeait sur la vente de. C'était du chiffre d'affaires, et c'était pas un encours en fait, un portefeuille. Tout à fait. Sous gestion. Exactement. Et aujourd'hui donc le modèle est totalement différent. Vous avez changé de nom, donc vous êtes passé de Just Mining à Meria. Pour quelle raison? Just Mining était encore énormément associé au monde du mining, de la vente de machines. Aujourd'hui, de la vente de machines, on n'en fait plus.
pas parce que on a eu cette envie, parce qu'en réalité on n'a pas eu le choix. On a vu donc en 2020 une augmentation donc des prix des différents composants informatiques, qui a été une réelle contrainte pour la vente de mineurs, et également donc un manque de composants en termes de délai de livraison. On avait triplé, quadruplé nos délais de livraison, et ce n'était plus possible, c'était plus entendable pour nos clients. D'accord, ça mettait en péril votre activité. Exactement, tout à fait. Mais en parallèle, on avait déjà donc on proposait déjà des produits sur le staking. Donc en réalité, on avait déjà une autre source de rémunération. On avait un autre produit. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement aujourd'hui ce que Meria propose ? Aujourd'hui, Meria propose des solutions d'investissement, propose également un accompagnement donc pour ses clients. On a une plateforme très très simple d'utilisation, accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, le but, c'est de rendre accessible l'investissement sur les actifs numériques pour tout investisseur. On a un catalogue varié d'une cinquantaine d'actifs numériques sur notre plateforme. On propose des services donc de staking, de lending. On peut avoir très bien des clients, des particuliers. On peut très bien avoir donc des professionnels, donc des personnes morales qui souhaitent placer donc une partie de leur excédent de trésorerie donc sur cet investissement-là. On a également la finance traditionnelle qui s'ouvre à nous. On remarque depuis quelques mois, même plus d'un an, donc une réelle demande des conseillers en investissement financier, également une demande des fintechs qui souhaitent distribuer des produits crypto à leurs clients. Vous adressez des clients B2C particuliers et également des clients B2B. Pour en revenir à leur typologie, moi quand j'imagine les clients de Meria, notamment sur la partie particulier, j'imagine de jeunes hommes qui aiment la tech. Est-ce que j'ai raison ? Pas réellement. Vas-y. Pas réellement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les investisseurs, la typologie de clients que nous avons, c'était une tranche d'âge entre 35 et 50 ans. On a des plus jeunes, mais si on doit faire une moyenne, la moyenne se tournerait vers cette tranche d'âge. C'est dû à quoi, à ton avis ? On a tout type d'investisseurs. On peut très bien avoir des jeunes étudiants qui souhaitent placer une partie de leurs économies sur les crypto-monnaies. Mais le plus gros des investisseurs, c'est des profils confirmés qui ont déjà investi, qui souhaitent se diversifier, qui ont déjà de l'immobilier, qui ont déjà donc des titres en bourse et qui souhaitent se diversifier une partie de son patrimoine. Donc en actifs numériques. Donc généralement, c'est des profils qui ont déjà un certain âge. Ouais, et puis un petit patrimoine. Ok, je comprends bien. Aujourd'hui, vous les filtrez, vos clients particuliers, en fonction de leurs revenus ou pas du tout ? Non, on les filtre pas en fonction de leurs revenus. Aujourd'hui, sur la plateforme Just Mining, nos offres sont accessibles à partir de 50 €. Et les entreprises, tu remarques également une typologie particulière où, par exemple, moi, j'imagine des boîtes dans la tech. Est-ce que je me trompe également ? Alors non, tu te trompes pas, mais ça s'ouvre un petit peu plus. J'avais d'ailleurs une petite anecdote aussi là-dessus. Je reviens donc 3-4 ans en arrière, donc en 2018, et Just Mining proposait uniquement donc des mineurs de crypto-monnaies à ce moment-là. Donc c'est du matériel informatique donc qui est assez imposant, donc demande un espace pour pouvoir stocker ce type de machine. Et la première société à qui nous avons vendu donc ce matériel-là, on faisait déjà beaucoup de ventes avec des particuliers, mais la première société, ça a été une boulangerie. Ouais, tout à fait, une boulangerie qui a voulu donc diversifier, donc placer une partie de sa trésorerie donc sur ce matériel, et qui a placé donc ses mineurs de crypto-monnaies donc dans l'arrière-garde de sa boutique. C'est ouf, ok. Énorme. Mais c'est des gens qui, à titre très personnel, devaient suivre. Oui, certainement. ON, ok. Certainement. Après, faut savoir que un mineur de crypto-monnaie, donc qui était composé de 6 cartes graphiques, était capable de chauffer une pièce, de maintenir une pièce à 20-25 degrés. Donc, donc l'un dans l'autre. Exactement. Okay. Il y a plusieurs enjeux. Donc, on pouvait, en même temps qu'il sécurisait le réseau, qui sécurisait la blockchain et qui touchait une rémunération sur la participation à la sécurisation du réseau, il chauffait également son... Ça ferait un boom en ce moment, tu vois, ça ferait concurrence au poêle à bois et... Ouais, par contre, ça consomme pas mal quand même. Ouais. Et d'ailleurs, les gens, ils pouvaient faire jusqu'à combien avec un mineur chez eux, en termes de chiffre d'affaires, de revenus ? Alors, c'est une question que j'avais beaucoup, je retrouvais énormément. En fait, on pouvait avoir une approche en quantité de jetons. Donc, ça veut dire qu'on pouvait avoir une approche sur la quantité de jetons qu'ils allaient générer sur sur une période X. Mais ce jeton-là allait avoir une volatilité. Donc, à ce moment-là, avec ces machines-là, on minait de l'Ethereum. Donc, de l'Ethereum qui valait en 2018 entre 100 et $200. Donc, avec un mineur à 6 cartes graphiques, donc nous on l'appelait l'Extra Bob, on était capable de miner
par mois, si je dis pas de bêtises, entre 1 et 2 Ethereum par mois avec ce type de machine. Aujourd'hui, un Ethereum par mois, on revient avec le terme si l'investisseur holdait ses crypto-monnaies, donc conserver ses crypto-monnaies sur une plus longue période, aujourd'hui, il aurait réalisé une plus-value très intéressante. Mais si on les revendait au compte-gouttes, il aurait rentabilisé à peine sa machine. Aujourd'hui, vous avez des concurrents directs en France, vous êtes les seuls à faire ça? Alors, non, aujourd'hui en 2022, on n'est pas les seuls à proposer donc des solutions d'investissement sur des produits à rendement. Et en 2017, on était les seuls. Aujourd'hui, en 2022, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose en réalité. Hein, ça prouve l'évolution de l'écosystème. Et d'un autre côté, ça nous motive nous à faire toujours mieux, à proposer, à toujours se diversifier, à lister de nouveaux produits et à être à jour. J'aimerais qu'on parle de vos sources de revenus. Aujourd'hui, comme tu l'expliquais, vous avez un portefeuille d'actifs sous gestion pour vos clients. Comment vous vous rémunérez? C'est un pourcentage de l'investissement qui est réalisé par le client? C'est un forfait à la prestation? Comment vous vous rémunérez sur ça? Contrairement à nos débuts avec la vente des mineurs, où là on avait une marge sur la vente du matériel, aujourd'hui c'est totalement différent. Aujourd'hui on ne marche plus à la vente. On a un incompressible en réalité, donc ce qui nous permet de nous couvrir des frais bancaires et jusqu'à la mise en place des différents contrats. Aujourd'hui la rémunération se fait sur le volume d'encours, donc sur l'encours que nous avons en interne. Et également sur toutes les fonctionnalités que nous avons sur la plateforme, donc les fonctionnalités d'échange et ainsi de suite. Donc et également sur les intérêts donc que nous générons. Donc pour nos clients, il y a également un fee qui est prélevé par Meria sur un pourcentage donc prélevé sur les intérêts générés. D'accord. C'est ça la source de revenus de Meria aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc c'est un pourcentage sur l'investissement qui est réalisé et sur toutes les transactions qui peuvent circuler sur la plateforme. Sur la plateforme en interne. Ok, très bien. Quand on a une activité comme la vôtre, c'est quoi les indicateurs qu'on suit au quotidien? En réalité, on est très corrélé au marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, l'encours que nous avons donc de plus de 200 millions, il y a encore un an, on était au triple. Donc on peut pas réellement avoir un objectif sur l'encours total sur la plateforme. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, ça va être sur le nombre de nouveaux utilisateurs, ça va être sur le nombre de nouvelles commandes sur une période, ça va être également sur les nouvelles fintech, les partenariats avec des nouvelles fintech, partenariats avec les conseillers en investissement financier. On va être sur ces objectifs-là. Dans le cadre de votre vente, vous avez de la vente directe, donc l'équipe commerciale de Meria, moi aussi il faut que je fasse attention, de Meria qui va aller chercher des clients et les convertir. Mais vous allez également avoir un réseau de partenaires qui vous ramènent aussi des clients, tout à fait, qui prennent, j'imagine, un fee, et ensuite vous prenez également un fee. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est vraiment l'évolution donc de Meria sur les derniers mois. C'est la distribution de nos produits donc à des conseillers en investissement financier, à des fintech, donc des plateformes, des professionnels qui souhaitent distribuer nos produits. Et aujourd'hui, on en a de plus en plus. Vous en avez combien ? Aujourd'hui, on en a, j'aurais pas le chiffre exact, mais on est en plein développement. On compte, je pense, plus d'une trentaine de partenaires aujourd'hui, en tout confondu entre Family Office, CGP, SIF et FinTech. Et vous travaillez essentiellement avec des boîtes françaises ou j'imagine, comme vous êtes dans le monde de la crypto, vous vous ouvrez beaucoup à l'international ? Aujourd'hui, on travaille principalement avec des boîtes françaises et des boîtes francophones en réalité. Il y a une raison particulière à ça ? Parce que sur le site, j'ai vu que vous aviez... le site était disponible en français, en anglais et en espagnol. Donc, j'imagine que vous avez des velléités de vous développer à l'international. On a cette volonté de se développer, mais c'est pas en réalité une priorité. Il y a de quoi faire sur le marché français et le marché francophone. On a également la Belgique qui est pas très loin. On travaille également avec beaucoup de Suisses. On a le Luxembourg juste à côté. Donc, on a tout ce marché francophone qui nous donne déjà pas mal de travail. Tu vois, aujourd'hui, quand j'échange avec mes proches, alors pas ceux qui s'intéressent déjà au monde de la crypto, mais ceux pour qui ça reste encore très flou et qui voient que c'est beaucoup décrit dans les médias, j'entends oui, mais c'est pas régulé, oui, mais la crypto ça pollue, et puis il y a pas mal d'influenceurs / arnaqueurs dans la crypto. Ça, j'ai l'impression que ce sont un peu les défis principaux de ce monde-là, et forcément le sujet de l'adoption massive. Votre stratégie par rapport à ça, c'est quoi ? Moi, j'ai l'impression que
Owen, il fait énormément d'évangélisation via son émission sur BFM. Je crois que Thibaut, votre CEO, aussi intervient beaucoup. C'est quoi votre stratégie pour évangéliser, pour intervenir éventuellement auprès de législateurs, pour rassurer sur l'impact environnemental du Bitcoin? C'est quoi votre relation avec les influenceurs crypto? Je sais, ça fait beaucoup de questions d'un coup, tu vois, mais c'est un peu les défis que j'avais listés. Je voulais un peu avoir ton avis, ton retour dessus. Non, bien sûr. Alors, on est en contact permanent avec le régulateur. Donc on a un service juridique qui est au front, donc qui échange régulièrement avec le législateur et le régulateur. On a également la visibilité, donc on a également Owen et Thibaut en effet qui démocratisent énormément donc cet écosystème. Nous chez Meria, notre job premier, c'est en réalité l'éducation. Donc éduquer le client, éduquer le régulateur. Ouais, mais je pense que c'est le défi principal de ce monde-là aujourd'hui, c'est vraiment éduquer, évangéliser, beaucoup rassurer aussi. Ouais, énormément. Et je pense que j'en parlais beaucoup, j'essaie de convertir un peu les gens dans mon entourage ces derniers mois. Et en ce moment, c'est compliqué, les gens ils reviennent vers moi en mode André, t'as vu en ce moment les cryptos? Je fais ouais, mais c'est normal. Regarde plus. Continue à investir si tu le souhaites tranquillement, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal, mais après, on peut très bien le comprendre avec ce qui se passe aussi là dernièrement, avec l'affaire FTX. Et nous, on le remarque également de notre côté. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait une réelle ouverture de la finance traditionnelle. On avait demande sur demande. Et avec ce qui s'est passé dernièrement, ça a un petit peu freiné, ça a un petit peu stoppé, mais ce qui est normal, ils souhaitent temporiser, mais ça va passer. Ça tombe bien que tu en parles, je voulais l'aborder avec toi. L'effondrement de l'UST, le scandale Terra Luna, il y a eu un problème également avec Celsius, le scandale FTX actuellement. C'est quoi l'impact sur toi en tant que commercial? Comment tu l'as vécu? Ça a été une période assez difficile humainement, en effet, parce que Meria était au front. Meria était positionné sur l'UST. Oui. Donc ça a été beaucoup. Clairement, on n'a pas compté nos heures pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, on échangeait avec nos clients, on était à l'écoute de nos clients, on était proche de nos clients, on enchaînait les appels téléphoniques, on était présent pour les soutenir. Et du coup, ta posture par rapport à tes clients, ça a été laquelle, tu vois? J'ai suivi comment vous aviez géré la communication. Vous avez communiqué, je trouve, relativement rapidement. Quand tu es commercial et que tu as, j'imagine, des centaines de personnes qui t'appellent en te disant j'ai une partie de mon portefeuille qui s'est écroulée, c'est de votre faute. Toi, comment tu gères? C'est dans l'explication. Donc, on a fait effectivement un communiqué très rapidement. On le devait, tout simplement. C'était notre devoir de communiquer le plus rapidement possible et d'être disponible pour nos clients. De notre faute, j'en ai pas eu énormément. J'ai pas eu ce reproche-là. Et effectivement, il y avait un souci de transparence sur la plateforme. Sur la plateforme, donc Meria, lorsqu'on déposait donc ces stablecoins sur le produit dans nos CGV, donc c'était bien indiqué qu'on diversifiait sur différents actifs numériques. Donc sur différents stablecoins et sur différents protocoles, l'UST en faisait partie. Mais effectivement, en termes de visibilité, de transparence sur la plateforme au moment de l'investissement, un investisseur de la plateforme Meria n'était pas au courant qu'ils étaient positionnés sur ce stablecoin-là. Nous, notre but, ça a été donc de prévenir le plus rapidement possible et de limiter les pertes, de donner la possibilité à nos clients de pouvoir ressortir le plus rapidement possible de ce stablecoin. 1 an auparavant, en 2021, je me faisais une joie d'appeler mes clients et de leur dire voilà, vous avez vu la plus-value que vous avez réalisée. Des réactions, c'était incroyable. Et en plus, on a tissé des superbes relations avec certains clients au-delà de la relation commerciale. On a même certains investisseurs de la plateforme qui sont devenus collaborateurs chez Meria, qui ont rejoint l'équipe. Donc effectivement, c'est toujours un plaisir d'apprendre, d'appeler un client pour lui dire vous avez vu, vous avez fait une plus-value de X% sur votre portefeuille, c'est superbe. En contrepartie, il faut également être présent quand c'est des moments un peu plus difficiles avec ce qui s'est passé sur l'UST. Et de voir que ça a été d'appeler ou en tout cas de contacter la totalité des personnes qui ont subi une perte sur cet investissement-là. Bon, ça représentait j'ai plus le chiffre exact, mais ça représentait qu'une partie des investisseurs de la plateforme, ça représentait pas la totalité des investisseurs. Et Just Mining avait couvert également une partie des pertes à hauteur de $1 250. Oui, il me semble tout à fait. Avoir vu. Donc, jusqu'à $1 250, ça représentait donc, je dirais, les 3/4 des investisseurs de la plateforme. Mais effectivement, le quart restant,
donc ont engendré des pertes. Suite à ça, vous avez perdu des clients? On a remarqué moins d'engouement autour de l'investissement. Avant l'UAC, on était dans une période assez euphorique où le marché des crypto-monnaies donc enregistrait des performances assez exceptionnelles. On avait beaucoup trop de demandes pour le nombre de personnes qu'on avait en interne. Mais c'était des bons problèmes, c'était exceptionnel. Et effectivement, donc l'UST, ça a été la transition, mais c'est pas à cause de Just Mining, c'est à cause du marché en général, en réalité. À cause du marché en général, mais il y a des gens qui ont claqué la porte? Bien sûr, il y a des gens qui ont claqué la porte. Ouais, ça reste mineur, c'est un petit pourcentage. C'est un petit pourcentage, tout à fait. Claire, merci pour ta transparence sur le sujet. J'aimerais bien qu'on aborde le sujet de la vente. Est-ce que tu peux me parler de l'organisation commerciale? Donc toi, tu es le premier commercial de Meria. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est 5. Moi, j'ai un profil où j'ai pu apprendre sur le tas. J'avais pas trop de connaissances sur le monde financier, sur la finance traditionnelle. Donc on a dû s'entourer de bonnes personnes. On a eu l'arrivée dernièrement d'Edouard qui nous a rejoint pour un peu encadrer tout ça, pour développer cette partie-là. Et donc aujourd'hui, on a une équipe très bien structurée parce qu'on a Edouard qui va gérer toute la partie finance traditionnelle. Moi, je vais l'accompagner il va me former également sur cette partie-là. Et moi, j'ai un petit peu du mal avec le terme vente en réalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, là, chez Meria, c'est plus de l'accompagnement. Aujourd'hui, on est sur de l'éducation, on accompagne nos clients, on essaye de leur partager notre savoir-faire et notre volonté de vouloir développer cet univers, cet écosystème. Donc, au-delà de faire de la vente, je fais plus de l'accompagnement en réalité. Aujourd'hui aussi, ça serait plus compliqué pour un profil atypique ou en tout cas qui n'a pas de formation financière d'intégrer Meria. Pourquoi? Qu'on a un marché aujourd'hui beaucoup plus régulé qu'il y a 1 an ou 2 ans. Effectivement, moi j'ai eu la chance en 2018 quand je suis arrivé chez Meria, pas toute cette partie régulation, donc c'était la vente de composants informatiques. En réalité, tout le monde est capable de faire ça. Et avec l'évolution, et effectivement, donc avec l'arrivée de la finance traditionnelle, on est obligé aujourd'hui d'avoir une certaine appétence, une certaine connaissance de cet univers-là. Et on a de la chance de pouvoir faire des formations en interne, donc pour avoir tous les codes de la finance traditionnelle et savoir qu'on a un échange avec un CGP, savoir de quoi on parle. D'accord, très bien. Et avant ça, tu te formais un petit peu aussi de ton côté? Oui, la finance traditionnelle m'a toujours un peu intéressé, donc je me suis un petit peu formé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que je suis pas largué, je comprends les thématiques, je comprends les enjeux. C'est clair. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe une vente / accompagnement de A à Z du brief? Tu échanges avec un client pour la première fois à la partie closing, le client est onboardé sur la plateforme. Alors, il y a pas de procédure définie en réalité. Donc, le plus important, c'est d'identifier et comprendre le profil de l'investisseur et de l'orienter vers la stratégie adéquate. Le cycle de vente varie énormément. Il peut à la fois être très court, donc avec des particuliers, comme plus long avec les acteurs de la finance traditionnelle. Il y a beaucoup plus de points éducatifs et réglementaires avec la finance traditionnelle. Aujourd'hui, avec un particulier, ça va en l'espace d'un appel d'une demi-heure ou d'un échange de quelques mails, il peut très bien créer son compte sur la plateforme et investir ses premiers euros dans les crypto-monnaies. Alors qu'avec la finance traditionnelle, avec des conseillers en investissement financier, il va y avoir d'abord un échange avec le conseiller en investissement financier pour un peu lui présenter la société, lui présenter nos offres. Ensuite, il y a un échange tripartite donc avec son client avant donc d'effectuer l'onboarding donc de son client. Donc là, c'est une procédure un peu plus longue qui peut mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ce qu'on remarque également avec la finance traditionnelle, c'est un manque de formation en réalité. Sur les différents retours que nous avons, la finance traditionnelle est prête donc à proposer des offres crypto à leurs clients. C'est juste qu'ils sont en manque de formation. Tu as des durées à nous partager? Alors particulier, je peux donner un exemple. Hier, on a eu une demande de contact donc sur notre formulaire de contact sur la page Meria. 1 heure après, il avait un conseiller au téléphone. 2 heures après, il avait créé son compte. Il avait acheté ses premiers crypto-monnaies sur la plateforme. Après, ça dépend toujours du volume d'achat. Un achat d'une 50aine d'euros va mettre beaucoup moins de temps qu'un investissement de plusieurs dizaines. Oui, et tu veux pas passer 50 heures pour un achat de 50 euros. En termes de RE, bon, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais je vous le dis, les commerciaux, si vous
Si vous voulez dépenser 50 €, ne veulent pas passer 3 semaines avec vous. Mais aujourd'hui, on a un support très réactif sur Meria, sans devoir passer par un contact téléphonique. En l'espace de quelques échanges de mails, on peut avoir toutes ces informations nécessaires pour pouvoir investir correctement. Ok, très bien. Je comprends qu'il n'y a pas un process de vente super défini, mais j'imagine que, vu qu'on parle d'investissement sur une plateforme, il y a quand même un process. J'ai échangé avec le client, il est OK pour collaborer avec nous. Ensuite, c'est quoi le process, l'onboarding? C'est le client qui se crée un compte? C'est exactement ça. On a une plateforme, donc Meria, accessible. Donc, on peut directement donc créer un compte, effectuer sa vérification d'identité, donc ce qu'on appelle le KYC, et en l'espace donc de quelques minutes, donc on a créé son compte, on a effectué sa validation, et une fois que le compte est validé, on peut investir ses premiers euros en crypto-monnaie directement sur la plateforme en faisant un achat par virement bancaire ou par carte bleue. Très bien, donc très autonome. Et on peut également déposer directement ses crypto-monnaies sur la plateforme Meria. Si on possède des actifs numériques sur une plateforme externe, sans devoir passer par la case euro, on peut très bien déposer ces crypto-monnaies en utilisant du coup la blockchain. En tant que commercial conseiller, c'est quoi les compétences phares que tu mobilises au quotidien? L'écoute. Aujourd'hui, le gros de mon travail, ça va être de comprendre l'enjeu de l'investissement de mon client, de savoir quelle partie de son patrimoine ça représente, pouvoir le diriger, le guider au mieux vers son investissement. Et il y a des gens qui viennent te voir qui sont un petit peu flippés, tu dois rassurer. Oui, bien sûr, ouais. Nous, là, chez Merion, donc, on a nos propres validateurs. Donc, ça rejoint un petit peu avec ce qui s'est passé dernièrement avec FTX. Suite à FTX, l'investisseur a un petit peu du mal à confier ses crypto-monnaies sur une plateforme. Et ça, on le comprend tout à fait. Donc, on peut tout simplement donc déposer ses crypto-monnaies, donc déléguer ses crypto-monnaies à Meria. Mais si on a la peur de confier ces crypto-monnaies à une société, vous pouvez très bien conserver vos actifs numériques sur votre ledger, par exemple, tout en les déléguant sur notre validateur et en gardant la conservation. D'accord. T'es en train de me closer, là. Tu m'as rassuré. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, dans tes échanges avec les prospects et clients, de leur dire non, n'avancez pas avec nous parce que, je sais pas, par exemple, t'es face à, je sais pas, un petit jeune qui te dit, écoute, moi, j'ai 20 000 € de côté, c'est tout ce que j'ai, je veux tout mettre chez Meria. Oui. Ça nous est déjà arrivé. Alors, deux choses. Donc, cet exemple-là, effectivement, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu l'exemple d'un étudiant qui voulait faire un crédit auprès de sa banque, un prêt à la consommation de 30 000 €, il me semble, et de les placer en actifs numériques. Notre service compliance a littéralement refusé parce qu'on demande la provenance des fonds. Et là, pour le coup, il nous a sorti donc la preuve du virement auprès de sa banque, du prêt auprès de sa banque. Donc effectivement, on l'a refusé. Et deuxième chose, effectivement, là c'est pas un refus, c'est plus un conseil. Nous aujourd'hui chez Meria, on a une approche sur les fondamentaux. Ça veut dire qu'on est plus sur un investissement moyen-long terme. On va se positionner sur donc les actifs numériques, on va les déléguer sur différents système, donc le staking, le lending sur une certaine période, et on va participer à la sécurisation du réseau et quotidiennement générer des actifs, être rémunérés donc en actifs numériques. On a certains clients qui souhaitent investir plus sur du court terme, donc ce qu'on appelle du trading, faire de l'achat-revente quotidiennement. Et ça, aujourd'hui, Meria ne le propose pas. Ah, d'accord. Voilà. Nous, on a plus une approche sur les fondamentaux, sur l'investissement moyen-long terme. Dans ce genre de cas, vous faites quoi? Enfin, vous les réorientez vers une plateforme, parce que les plateformes d'exchange aujourd'hui le proposent. Oui, bien sûr. Bon, on peut retrouver du Binance, on peut retrouver tout type d'exchange proposant de l'achat-revente de crypto-monnaies. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton portefeuille client? Toi, tu as du B2B et du B2C. Est-ce que vous vous êtes partagé au sein de l'équipe des secteurs? Aujourd'hui, on n'a pas partagé on s'est pas partagé une quantité de clients par commerciaux. Aujourd'hui, on est accessible. Ça veut dire que chaque commerciaux chez Meria a la possibilité de pouvoir échanger avec n'importe quel client. Aujourd'hui, chez Meria, on n'a pas assez de portefeuille en gestion, en mandat de gestion pour pouvoir se les partager. Enfin, on gère tous les clients de la plateforme. Ça veut dire, enfin, gérer, c'est pas le bon mot, mais ça veut dire le bon mot. Ils vous sont pas attribués? Non, ils nous sont pas attribués. Alors attends, on s'arrête là, parce que du coup, moi, ça me mène à une question. Votre rémunération, elle est basée sur quoi? Nous, les commerciaux chez Just,
on a un salaire fixe, hein, et on a également une prime. Donc, mais ça, c'est pas uniquement pour les commerciaux, ça va concerner toute la société. Ça va être sur les BIBDA, ça veut dire sur les objectifs qu'on s'est donnés en début d'année, sur tout ce qui est sur le surplus qu'on a réalisé donc par rapport à cet EBITDA-là. On va avoir un pourcentage, donc on va avoir une rémunération, donc une prime. Mais du coup, c'est une seule fois par an et c'est pour tout le monde? C'est trimestriel. Pour tout le monde? Pour tout le monde, tout à fait. C'est juste un fixe et après, il y a une prime d'entreprise. Alors, je sais pas si on peut appeler une prime d'entreprise. En réalité, ça concerne tout le monde, ça concerne toute la société. Ça peut très bien concerner donc le service commercial, ça peut très bien concerner le service financier, le marketing, nos tech, l'équipe IT. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Donc, on a tous la même rémunération et j'aurais pas assez de visibilité pour savoir si tout le monde a le même pourcentage. Mais alors, du coup, comment vous êtes incentivé et motivé, vous, les profils commerciaux? Alors, ça va être déjà sur le métier qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai la chance de me dire que je suis... déjà, j'étais l'un des seuls en 2018 à faire ce métier. C'est vraiment, aujourd'hui, travailler. J'ai, je pense, entre 5 et 6 messages par semaine sur LinkedIn pour me dire comment tu as réussi, comment tu as fait, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais travailler dans les crypto-monnaies. Ça, c'est motivant. Aujourd'hui, je suis capable de dire, je travaille chez Meria, je propose des solutions d'investissement sur les actifs numériques. Ça envoie, quoi. Ouais, donc il y a la prime. Il y a cette motivation-là de dire, je fais pas un métier anodin. Enfin, je veux dire, c'est pas un métier, c'est un métier assez atypique. Et la motivation également, il y a le salaire et il y a aussi la fameuse prime sur les BIBDA. C'est fascinant ce que tu me dis. Je te jure, en venant ici, je me disais, commercial chez Meria, tu dois avoir un système de rémunération assez agressif pour les commerciaux. Et là, Absolument pas. Ouais, là, je tombe des nues, en fait. Donc... Non, absolument pas. Après, effectivement, vu qu'on est au cœur du secteur de l'écosystème crypto, effectivement, alors on n'a pas de prime en actifs numériques, mais on a une... Ah oui, ça c'est votre question. On a une grosse partie de notre patrimoine, effectivement, qui est en crypto-monnaie. Quand j'ai commencé dans ce secteur-là, donc en 2018, donc j'avais 24 ans. Enfin, j'avais jamais investi de ma vie. Enfin, l'investissement, moi, ça m'intéressait pas à ce moment-là. Et du coup, mes premiers investissements, ça a été en crypto-monnaie. Et du coup, avec effectivement, donc aujourd'hui, le plus gros de mon patrimoine est en crypto-monnaie. Très bien. Mais est-ce que du coup, tu t'es aussi intéressé à la finance traditionnelle? Oui, entre-temps, je me suis intéressé à l'immobilier et à la finance traditionnelle. Mais ça, c'était dans un second temps. Je m'attendais pas du tout à ce qui est au final. C'est un système pour moi qui est sans variable, parce que c'est une prime collective que vous avez sur les BIBDA. Tout à fait, c'est une prime collective. Attends, laisse-moi me remettre un peu de cette émotion, parce que je m'y attendais pas. Mais en réalité, au niveau de la rémunération, donc chez Meria, aujourd'hui, nous, chez Meria, on se rémunère uniquement sur le volume d'encours. On n'a pas une marge sur l'entrée. À l'époque, ça aurait été un petit peu différent. En effet, sur la vente de composants informatiques, on pouvait avoir un objectif sur le nombre de machines vendues et avoir une rétrocession sur la marge d'entrée. Ah oui, donc à l'époque, tu avais du variable. À l'époque, j'avais une partie sur du variable. Avec le nouveau modèle, donc sans frais d'entrée, effectivement, c'est un petit peu différent. On peut pas avoir une rétrocession sur une marge que nous faisons pas à l'entrée. Ouais, très bien. Mais du coup, vu que le marché des cryptos est super volatile et qu'aujourd'hui, j'imagine que votre encours a baissé même si vos clients augmentent parce que le marché est baissier, en fait, ça impacte... le marché impacte directement ta REM. Parce que, je sais pas si du coup vous arrivez quand même à atteindre les objectifs d'EBITDA que vous étiez définis pour cette année. Tu as tout à fait raison. Effectivement, la rémunération collective que nous avons chez Meria, elle peut être très intéressante en période de hausse du marché, donc comme on l'a connu en 2021, et à la fois totalement sur les objectifs. Parce qu'en plus, les objectifs qu'on se donne en début d'année, on se base par rapport aux chiffres de l'année précédente. Donc là, sur 2022, on s'est basé sur les chiffres de 2021. Donc au niveau des objectifs en Inde, c'est des objectifs en interne. Et donc naturellement, on n'y est pas cette année. Vous les avez pas revus du coup ? On les a revus en cours d'année, effectivement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton quotidien, du quotidien des commerciaux, encore une fois, / conseillers? Est-ce que vous avez un nombre de rendez-vous à faire toutes les semaines? Est-ce que vous avez une réunion commerciale? Ça se passe comment? Ouais, alors on a une réunion hebdomadaire, donc pas uniquement commerciale, ça englobe pareil toute la société. Donc on a une réunion hebdo tous les lundis matins, on se réunit tous dans nos locaux et on fait un petit peu le point de la semaine précédente et également sur ce qui
sur les objectifs, enfin pas les objectifs, mais sur les différents rendez-vous qu'on va avoir au courant de la semaine, sur ceux qui sont sur Paris, ceux qui vont rester là, ceux qui vont avoir des rendez-vous dans les locaux. Donc ça, c'est hebdomadaire, c'est tous les lundis matins. Et ce qu'on fait également, c'est une réunion trimestrielle. Donc une réunion trimestrielle où chaque chef de pôle va prendre la parole pour un petit peu expliquer voilà ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, est-ce qu'on est dans nos objectifs, et également faire un point sur les objectifs des 3 prochains mois. Donc aujourd'hui, tu m'expliques que aucun client n'est attribué à un commercial. Comment vous entretenez et vous développez une relation client dans ce cas-là ? Aujourd'hui, on a directement donc sur notre base de données en interne donc notre portefeuille client, le portefeuille commun. Je vais donner un exemple tout bête, mais hier j'ai échangé avec un prospect qui souhaitait investir sur la plateforme. Je l'ai accompagné jusqu'à la mise en place donc son investissement, jusqu'à la mise en place des différents produits. Mais s'il vient avoir une question dans 2 semaines, dans 3 semaines, et il se peut que je ne sois pas disponible à ce moment-là, il peut très bien avoir Edouard ou Achille au téléphone. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on n'a pas réellement notre portefeuille de clients. On est tous amenés à pouvoir échanger avec le même client. D'accord. Ça les déroute pas un peu, ça, les clients ? Alors, pas pour les particuliers, pas pour la gestion libre plutôt. Je parle de gestion libre parce que j'aimerais également parler de la gestion sous mandat. Pour la gestion libre, non, ce n'est pas dérangeant. La gestion libre, en fait, c'est tout simplement le client qui va créer son compte, qui va investir ses euros. Il peut avoir un contact, il peut avoir un conseiller au téléphone, c'est tout à fait possible. On a également un support actif 7 jours sur 7. Par contre, pour la gestion sous mandat, c'est un petit peu différent. En effet, pour la gestion sous mandat, on a effectivement donc il va y avoir Edouard et moi qui allons gérer donc les portefeuilles donc sous mandat, et là on va se partager en effet les portefeuilles. Là c'est un petit peu différent. Effectivement, on va avoir notre catalogue, on va avoir notre portefeuille qui va bien et là, je pense effectivement, j'en reviens à ta question, je pense que pour la gestion sous mandat, ça plaît à l'investisseur qui est toujours le même interlocuteur naturellement, tout à fait. Bah oui, puis si demain tu en plus... alors là, on parle de gestion sous mandat parce qu'on parle des B2C, mais si demain, en fait, tu noues des partenariats en B2B avec des CGP, des FinTech, tu vois, tu peux pas, toi, Robin, arriver à un rendez-vous, puis le rendez-vous d'après, tu sais, c'est Edouard, puis le rendez-vous d'après, c'est Achille. Non. Là, on parlait bien des particuliers, en effet. Mais effectivement, sur les échanges avec en B2B ou avec les mandats, les gestions sous mandat, effectivement, là, on a notre portefeuille de clients. Et d'ailleurs, alors du coup, avec ces clients-là, tu fais comment pour gérer la relation ? Est-ce que tu te fais un point tous les mois, tous les 3 mois avec eux ? Est-ce que ce sont des personnes qui te partagent leurs objectifs de performance ? Tout à fait. Sur la gestion sous mandat, on la propose depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. Pourquoi on l'a mise en place il y a 1 an avec l'évolution du marché en 2021. On a certains clients qui ont réalisé des performances assez incroyables sur leur portefeuille crypto. Des clients qui avaient investi quelques dizaines de milliers d'euros et qui sont retrouvés avec un portefeuille assez conséquent, on peut le dire, de plusieurs millions d'euros. Oh là là. Ouais. Et en fait, il y a certains de ces clients-là qui nous ont contactés en nous disant écoutez, voilà, moi j'ai investi tant, aujourd'hui je me retrouve avec tant, je sais pas quoi en faire en réalité, je sais pas comment gérer autant d'argent. Et voilà, on a ressenti ce besoin de devoir gérer le portefeuille de nos clients. Et c'est comme ça qu'est née la gestion sous mandat chez Meria. Au début, du coup, la gestion sous mandat était commercialisée uniquement aux clients existants de la plateforme, aux clients historiques. Et au fur et à mesure du temps, avec l'ouverture de la finance traditionnelle, on l'a développé et on les commercialise au B2B. Alors, la gestion sous mandat, comment ça fonctionne ? C'est un petit peu ce qu'on va retrouver en finance traditionnelle. En réalité, on va avoir 3 stratégies différentes, une stratégie prudente, une stratégie équilibrée, une stratégie dynamique. Donc, chaque stratégie aura son portefeuille de crypto-monnaies. Donc, sur la stratégie prudente, on va retrouver du stablecoin, du bitcoin, de l'ethereum. Stratégie équilibrée, on va s'ouvrir à quelques actifs supplémentaires, des blockchains d'infrastructure. On peut avoir de l'Elrond, on peut avoir de l'Atome. La stratégie dynamique, on va avoir un peu plus de jeunes projets. Et il va également y avoir des reporting trimestriels. Ça veut dire qu'on prend contact, donc on envoie un reporting complet à nos clients, donc en gestion sous mandat, tous les 3 mois, en faisant un petit point sur ce qui s'est passé sur le marché les 3 précédents mois.
mois, sur l'évolution de leur portefeuille, sur nos objectifs sur les 3 prochains mois. Okay. Et là, du coup, sur la gestion, on gère la totalité du portefeuille, donc du client. Très bien, très bien. Et vous vous posez avec eux en amont, je pense particulièrement aux professionnels, pour définir des objectifs sur un an de collaboration où l'idée c'est de performer au mieux. L'idée, ouais, exactement. En fait, nous, notre but chez Emeria, ça va être de faire mieux que le marché. Pourquoi ? Parce que on va avoir des offres à rendement. Ça veut dire que si l'investisseur va acheter son Bitcoin ou son Ethereum ou son actif donc sur une plateforme et spéculer uniquement sur sa volatilité, nous chez Emeria, au-delà de cette spéculation-là, on va également donc avoir une approche sur quantitatif. Ça veut dire qu'on va lui générer quotidiennement des crypto-monnaies supplémentaires dans son portefeuille. Ça veut dire qu'on va faire mieux que le marché. Et effectivement, donc avec notre agilité sur le marché, ça va être de le repositionner, d'utiliser également la poche de stablecoin pour le réinjecter en cas de baisse de marché ou vice versa. S'il y a une augmentation donc de son portefeuille, on va un petit peu le soulager et le ressortir sur des stablecoins. Donc il y a vraiment cette stratégie qui est mise en place en interne. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une culture commerciale chez Emeria ? Oui, naturellement, je pense comme partout. Aujourd'hui, on est une société à taille humaine en réalité, donc on va avoir une proximité avec toutes les équipes, tous les pôles. C'est-à-dire que je peux très bien me balader dans l'open space et aller voir mon responsable juridique pour lui poser une question. Donc ça va être cette proximité-là, et c'est pour ça qu'on a à cœur même en se développant, de garder cette proximité. Ok, très bien. J'aimerais qu'on aborde le sujet de l'acquisition et du marketing. Je me suis baladée sur le site et quand je regarde les équipes, je vois, vous avez forcément votre CEO, Owen, vous avez Thibaut, votre CEO, vous avez un CTO, vous avez des devs, vous avez des équipes support, vous avez forcément du commerce. Je vois pas de Chief Marketing Officer. Il n'y a pas de marketing ? Si. C'est qui gère ? Il vient d'arriver. Ah On a d'ailleurs c'est un utilisateur de la plateforme qui en réalité c'était un petit peu Thibaut Boutroux, donc notre CEO qui gérait un petit peu cette partie-là, et en réalité donc il trouvait plus le temps pour pouvoir s'occuper des de ces différents aspects-là. Donc on a recruté là dernièrement, on a eu un nouvel arrivant il y a pas plus tard que 2 semaines, et qui va prendre le relais sur toute cette partie. Moi, je te posais aussi la question parce que forcément, dans l'émission du marketing, tu as très souvent le sujet de l'acquisition de clients. Quand on a un CEO comme Owen qui est aussi visible, on ne fait pas de prospection, on ne fait pas de publicité sur les régies publicitaires comme Facebook, Google. Ouais, tu vois juste, c'est vrai qu'avec la visibilité donc d'Owen, on a énormément de demandes rentrantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui la prospection on n'en fait pas. Déjà on est très surveillé par notre service compliance, donc on peut pas faire ce qu'on veut en réalité. Mais aujourd'hui de la prospection, on n'a pas l'utilité d'en faire. Aujourd'hui, on a énormément de clients qui nous est apporté par la visibilité d'Owen. Mais en réalité, ils restent pas sur la plateforme grâce à Owen. Ils restent sur la plateforme grâce aux services qu'on leur propose. Ok, très clair. Le cycle de vente, on en a parlé. Tiens, le panier moyen que les gens investissent. Le panier moyen. L'investissement moyen. Ouais, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas réellement on a tout type d'investisseurs. Oui, donc ça va de 50 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous, notre but, ça va être vraiment de développer la gestion sous mandat en réalité. Aujourd'hui, la gestion sous mandat qui est accessible à partir de 50 000 euros. Pourquoi 50 000 euros? C'est vrai que la barrière est un petit peu haute, ça on le sait. C'est parce que on développe cet outil-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup cet outil-là est encore fait manuellement par nos équipes. On essaie de l'automatiser et ce montant minimum pour la gestion sous mandat sera amené à diminuer. Mais ça demande une automatisation de certains outils. Je comprends bien. Là, ils sont sur Meria pour le moment, donc nos équipes techniques n'ont pas le temps pour le moment de... Ils sont sur le rebranding. Ouais, ok, je comprends. En fait, je me rends compte qu'on a quand même bien parlé de chiffres en amont. Là, tu parlais d'outils. C'est quoi les outils que vous utilisez au sein de l'équipe commerciale? Votre CRM, par exemple?
Alors là, c'est un petit peu pareil. On est amené à se développer là sur 2023 au niveau des outils. Aujourd'hui, on a sur notre back office, donc on a une base de données. On va pouvoir retrouver la totalité de nos clients. On va pouvoir mettre des notes, savoir qui a pris le dernier rendez-vous. Voilà, on a vraiment un outil, outil intégré. C'est une solution faite par vous. Effectivement, c'est une solution faite par notre équipe tech. Donc directement sur la plateforme en back office. Ok. Et vous utilisez des produits du marché? Alors, du coup, pas pour le CRM, mais je sais pas, moi, des outils pour envoyer des mails. Est-ce que vous utilisez Google Workspace, par exemple? Alors là, on vient d'intégrer dernièrement Jira. Bon, je sais pas si ça te parle. Oui, très bien, pour les tickets, en fait. Effectivement, j'ai pas encore pris le temps de l'utiliser parce on l'a déjà mis en place en interne pour pouvoir échanger, nous, en interne, entre les différents pôles. Mais on sera amené à la mise en place de Meria, de le mettre, de l'intégrer avec nos clients, en effet. Donc ça veut dire que chaque client qui souhaite prendre contact avec les équipes de Meria devra donc remplir un formulaire sur la plateforme, et ce formulaire, donc derrière tout ça, il y aura Jira. Ah, c'est drôle. En fait, vous avez un environnement qui est très personnalisé, mais vous utilisez peu d'outils du marché. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, en fait, faut savoir que Meria, c'est une boîte tech. Donc, ça veut dire que 40%, voire peut-être même 50% de l'effectif Meria, c'est des profils tech. Donc, on a les ressources en interne pour pouvoir développer nos propres outils. Oui, mais parfois, en fait, c'est plus simple. Enfin, tu perds moins de temps, à aller chercher un outil qui est déjà prêt sur étagère, qui est bien spécifique pour le développement commercial, que de le faire développer en interne, c'est pour ça. Mais en termes de CRM, en effet, mais sur 2023, on sera amené à avoir un nouvel outil. Faut savoir que jusqu'à présent, on était 2-3 sales, 2-3 commerciaux, donc on pouvait se permettre d'utiliser cet outil-là. Et effectivement, avec le développement de notre service commercial, on sera amené à utiliser un outil un peu plus complet. Est-ce que du coup la compliance surveille aussi le type d'outil que vous utilisez? Oui. Parce que j'imagine qu'il y a un sujet de gestion de la donnée. Tout à fait. Parce qu'on est dans la finance. La compliance, c'est un regard sur tout. Ouais, d'accord. Peut-être que vous ne pourrez pas utiliser en fait des outils des outils du marché. Ce sera après validation de notre service de conformité. Aujourd'hui, vous recrutez dans l'équipe commerciale? Alors, on a lancé une vague de recrutement il y a quelques mois, et aujourd'hui, on communique plus sur le recrutement, on est toujours ouvert à différents profils naturellement, mais on n'a pas de campagne de recrutement actuellement. Très bien. Si une personne voulait rentrer chez Meria, à un poste comme le tien, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Alors, ce serait déjà d'avoir l'envie de comprendre, d'approfondir ses recherches dans notre univers, de faire ses propres recherches. Et pareil, donc ça serait avoir un profil d'accompagnement, d'être à l'écoute, de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Il faut être passionné également par le monde de la crypto. Ouais, naturellement. Il faut être passionné. C'est pour ça qu'il faut suivre. Nous, on a de la chance en interne chez Meria d'être accompagné de profils de passionnés. On est toujours à jour sur toute l'actualité. Ça veut dire que si dans la nuit de dimanche à lundi, il y a un mouvement sur le marché crypto, on peut être sûr que le lundi matin, on aura l'actualité en avant-première. Ouais, d'accord. On en avait parlé quand on a échangé, quand on a préparé un petit peu le podcast. Le meilleur endroit pour suivre l'actualité crypto, c'est quoi? C'est Twitter? Ouais, c'est clairement Twitter. C'est Twitter. Ouais. C'est clairement Twitter, et je m'en suis rendu compte d'ailleurs en arrivant chez Meria. Je n'avais pas Twitter. J'utilisais pas Twitter pour raisons personnelles. Enfin, j'avais pas l'utilité en réalité. Et effectivement, pour avoir une veille constante sur le marché crypto, il n'y a pas mieux que Twitter. Ouais, non, tu vois, moi, quand on a eu la conversation la dernière fois, je m'étais créé un compte Twitter il y a quelques mois pour suivre l'actualité crypto, et en fait je ne suivais que des comptes crypto parce que moi ça m'intéressait pas et je suis pas sur les réseaux sociaux à part sur LinkedIn. Enfin, franchement, c'est vrai que c'était top. J'étais actualisé en temps réel à moindre baisse du Bitcoin, je le savais. Par contre, j'ai très rapidement été absorbé par les autres sujets. Puis tu vas regarder les trending topics, donc j'ai effacé mon compte. Et quand on a échangé, je me suis dit non, c'est vrai, Audrey, il n'y a pas mieux. Donc, j'ai rouvert mon compte, je l'ai refermé, mais je pense que je vais le réactiver. Faut juste bien le configurer. Faut pas hésiter à filtrer les comptes également, parce qu'on peut retrouver aussi de tout et n'importe quoi. Faut suivre les bons comptes. Je pourrais t'envoyer quelques comptes. Ouais, assez sympa à suivre. Ouais, je veux bien, et si ça t'embête pas, je les partagerai dans la description même du podcast. Avec plaisir. Si les gens veulent se renseigner, qu'ils puissent le faire au bon endroit. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet, Robin. Moi, j'ai été ravie de t'avoir. J'ai pu assouvir ma curiosité et découvrir le monde de Meria. Donc, je te remercie pour ça.
C'était très cool. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part en particulier, que ce soit sur LinkedIn ou autre? Alors, déjà, plaisir partagé, Audrey. Et oui, bien sûr, tu pouvais me suivre sur LinkedIn ou direct. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. T'allais te donner ton Twitter, après tu t'es dit non. C'est pas une bonne idée. Ok, en tout cas, encore une fois, un plaisir. Merci Robin et je te dis à très vite. À très vite. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.